Je suis Emmanuel Denoulet, je suis investisseur chez BPI France, spécialiste des entreprises familiales. Bienvenue sur cette table ronde qui est dédiée à la transmission des entreprises familiales. On va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi elle est un facteur de pérennité et aussi de performance de ces entreprises. Alors c'est un sujet crucial parce que, comme le révèle notre nouvelle étude de BPI France Le Lab, les Français entrepreneurs n'anticipent pas assez leur transmission. Cela a des conséquences assez importantes pour notre économie, puisque des entreprises qui ne se transmettent pas, ne grandissent pas et parfois risquent de disparaître. Pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai invité Valérie Tourneau-Marsac, qui est une grande spécialiste des entreprises familiales, avocate, doctorante sur une thèse docteur, bien sûr, réalisé une thèse sur les entreprises familiales, auteur d'ouvrages également sur les entreprises familiales. Donc, Valérie, aujourd'hui, on va parler de transmission, mais peut-être avant d'aborder le sujet et de voir en quoi il est complexe, est-ce qu'on peut déjà s'attarder à dire ce qu'est une entreprise familiale? Parce que ce n'est pas si évident, en fait. Vaste sujet. Vaste sujet, et ça fait partie effectivement des sujets qui ont occupé une bonne partie, à vrai dire, de mon travail de recherche, parce qu'il y a énormément de définitions qui existent des entreprises familiales. Le monde académique en fournit des dizaines. La Commission européenne s'est arrêtée sur une définition, mais à laquelle il manque une dimension essentielle dont je vais parler tout de suite. Et surtout, beaucoup de ces définitions, en fait, sont binaires et considèrent qu'une entreprise est familiale ou ne l'est pas. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut il y a plutôt une forme de continuum, en fait. Une entreprise peut être un peu familiale, très familiale, parfois même peut-être d'ailleurs trop familiale, ce qui peut aussi entraîner des inconvénients. Donc, pour résoudre ce que les chercheurs ont nommé le dilemme de la définition, j'ai proposé un modèle qui figure sur la slide que je vous présente là tout de suite, qui repose sur 3 composantes. J'ai appelé ça le modèle des 3 C, parce que les 3 composantes commencent par un C, et qui présente une particularité importante qui est d'être mesurable, de se prêter à la mesure. Et de cette manière, en fait, ça peut refléter ce que j'appelle le continuum, c'est-à-dire le fait que une entreprise peut être un peu familiale, très familiale, ou peut-être même, comme je le disais à l'instant, parfois trop familiale. Donc ces 3 C, le premier, c'est le contrôle. Pour qu'une entreprise soit familiale, il faut qu'il y ait réunion entre les mêmes mains de membres d'une même famille, ou parfois tout simplement entre les mains du fondateur ou du dirigeant propriétaire, de la propriété du capital et de la direction opérationnelle, du management. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça explique aussi, ça donne un éclairage sur la performance des entreprises familiales. C'est pour ça que j'ai fait dans le titre le lien avec ce que j'ai appelé la controverse sur la performance des entreprises familiales. Il y a beaucoup d'études sur la performance des entreprises familiales qui toutes ne disent pas la même chose. Dans l'ensemble, quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont plus performantes. Quand on regarde de près, la réponse est peut-être un peu plus nuancée. Elles sont certainement plus résistantes, elles sont certainement plus résilientes, mais plus performantes en toutes circonstances, ce n'est pas forcément complètement vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont plus performantes en période de crise dans l'ensemble. Et que quand on regarde les entreprises familiales cotées en bourse, qui représentent une toute petite partie des entreprises familiales, parce que la grande majorité sont les PME que vous connaissez ou les ETI, qui sont à 80%, voire 90% des entreprises familiales, eh bien, en fait, on note dans l'ensemble une relative surperformance, notamment en période de crise. Et ça, c'est important parce que cette réunion entre les mêmes mains de la direction managériale, opérationnelle et de la propriété du capital, elle entraîne ce qu'on appelle une économie, et je reviendrai là-dessus quand je parlerai de la gouvernance, parce que c'est un élément clé de la compréhension. Donc, ce contrôle, ça a une première conséquence, c'est qu'il faut l'organiser, et donc il faut organiser ce qu'on appelle la gouvernance, et là aussi j'y reviendrai parce que ce sera la première partie de mon exposé. Le deuxième C, c'est le C de la continuité. Les entreprises familiales, ce qui les caractérise, c'est vraiment l'orientation long terme et
l'aspiration à la pérennité. Donc, évidemment, les questions de transmission, ça nous emmène directement sur le terrain qui nous occupe aujourd'hui, qui est celui de la transmission, qui doit être anticipée, comme je vais vous l'expliquer dans une deuxième partie. Et puis, le troisième facteur, le troisième C, c'est ce que les anglo-saxons ont baptisé le familyness, mot absolument intraduisible en français, et que j'ai choisi de traduire par l'expression capital familial, parce que ce fameux familyness est défini comme un surcroît de capital social. Et quand on dit capital social, on dit plutôt un ensemble de ressources qui sont spécifiques, propres à chaque famille, propres à chaque système famille-entreprise, et donc non reproductibles, ce qui expliquerait d'ailleurs une partie de cette relative surperformance des entreprises familiales. Donc voilà les 3 C. Et la conséquence de ce 3C, c'est qu'il faut renforcer ce que j'appellerais, et je vous expliquerai ce que j'entends par là en troisième partie, l'affectio familiae, c'est-à-dire, pour faire court, la volonté des membres d'une même famille de participer ensemble à un projet commun. Mais je reviendrai là-dessus en toute dernière partie. Alors, on a parlé de gouvernance aussi, je comprends bien, voilà. Valérie, pour sous-tendre toute cette architecture pour que ça fonctionne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les bonnes pratiques? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de gouvernance? Déjà, je crois qu'il faut quand même faire un premier focus sur le mot gouvernance. Moi, j'appelle ça un mot valise parce que c'est vraiment une notion fourre-tout dans laquelle il y a à boire et à manger, si j'ose dire. En fait, quand on parle de gouvernance, le mot a été popularisé dans le vocabulaire français à partir des années de la fin du XXe siècle, en fait, sous l'influence, une fois de plus, de nos amis anglo-saxons qui ont inventé ce concept de corporate governance qui a progressivement été introduit dans les pays européens et en France en particulier à travers des codes de gouvernance. Et c'est pour ça que j'ai mis sur cette slide les logos AFEP, MEDEF et MiddleNext, 3 institutions qui rassemblent des entreprises qui ont, dans les années 90, et c'est mis à jour de façon permanente depuis, introduit des codes de gouvernance, c'est-à-dire un ensemble de principes qui sont venus s'ajouter au corpus, disons, législatif français, et qui est composé de principes qui, en fait, tous reposent sur une seule et même idée, qui est d'éviter ce qu'on appelle les coups d'agence. De quoi s'agit-il? Pour faire court et très simple, cette corporate governance, elle est apparue notamment aux États-Unis à partir du moment où les entreprises ont commencé à recourir pour diriger les entreprises à des managers professionnels formés dans les grandes universités, Harvard pour ne pas les nommer par exemple. Et cette dissociation de la propriété du capital toujours entre les mains des actionnaires et du management confié à des managers professionnels, qu'on appelle les agents dans le vocabulaire de la corporate governance, a créé une potentialité ou un risque de conflit d'intérêts qu'on appelle les coûts d'agence. Et donc, tout le but des principes de corporate governance, tels qu'ils sont énoncés dans ces codes de gouvernance, c'est de minimiser ces coûts d'agence qui résultent de l'éventuel conflit d'intérêts fondés sur une idée un peu idéologique, qui est celle qu'on appelle la théorie de l'homo economicus, en vertu de laquelle tout acteur économique est supposé agir en toutes circonstances pour protéger au mieux ses intérêts. Et c'est sur ce postulat que repose l'idée que le manager professionnel risque de gérer l'entreprise dans son intérêt personnel au détriment du sacro-saint principe de création de valeur pour l'actionnaire. Donc, les principes de la corporate governance visent à minimiser ce risque en énonçant un certain nombre de règles qui, au fond, tout tourne autour de 3 grandes catégories de règles. La première, c'est faire circuler l'information partant du principe que les managers ont plus d'informations sur l'entreprise que les actionnaires. Donc, il faut faire tout ce système de reporting pour que les actionnaires aient une information suffisante sur la façon dont les managers gèrent l'entreprise. Et ça va aussi avec tout ce qu'on a mis en place avec les principes de transparence, etc., etc. La deuxième idée, c'est qu'il faut aligner les intérêts des managers sur ceux des actionnaires en les rendant actionnaires, d'où le développement des stocks options, des actions gratuites et tous les mécanismes d'intéressement des dirigeants que vous connaissez et qui sont maintenant bien connus aussi en France. Et tous ces principes, finalement, sont rassemblés dans ces codes
et on permet aussi l'introduction en droit français et notamment aussi en droit européen de ce principe fondamental qu'aujourd'hui on appelle comply or explain. Donc vous devez appliquer les principes de bonne gouvernance énoncés dans les codes de corporate governance, et si vous ne les appliquez pas, vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas les appliquer. Donc voilà, c'est ça. Se conformer et expliquer. Se conformer et expliquer. Et tout un corpus de règles qu'on appelle maintenant la compliance, que tous ceux qui sont dans les métiers proches de la finance et de l'assurance connaissent très bien. Voilà. Donc c'est ça la corporate governance. Sauf que en fait, ça ne s'applique pas du tout aux entreprises familiales, parce que dans les entreprises familiales, le problème, ce n'est pas du tout que les managers ont un conflit d'intérêts avec les actionnaires propriétaires du capital, puisque en général, ce sont les mêmes personnes, ou en tout cas, au moins des personnes qui appartiennent à la même famille. Donc là, on est dans une configuration qui est à peu près inverse de la configuration dans laquelle est née cette idée de corporate governance. Et ce, d'autant plus que le troisième pilier de la corporate governance que je n'ai pas mentionné sur la slide précédente, mais que je mentionne maintenant, qui est le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est la création de conseils d'administration, board of directors, comme disent les anglo-saxons, dans lesquels on va nommer des administrateurs indépendants dont le rôle principal est de veiller à ce que l'entreprise soit gérée dans un objectif principal de création de valeur pour l'actionnaire. On y retourne, toute la corporate governance est fondée sur cette idée que le rôle principal de l'entreprise, c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire. D'où un renforcement du pouvoir de contrôle qui, justement, précisément, n'existe pas ou existe rarement dans les entreprises familiales, puisque c'est souvent des entreprises dans lesquelles on a un dirigeant propriétaire ou des dirigeants familiaux et des actionnaires familiaux, mais pas toujours de conseil d'administration. Voilà. Donc, la configuration des entreprises familiales ne se prête pas à l'importation des principes qui gouvernent ce que l'on appelle habituellement la gouvernance, c'est-à-dire tous ces principes qui sous-tendent la corporate governance. Autre particularité très, très importante des entreprises familiales, c'est que, justement, la direction, la réunion de la direction pouvoir opérationnel et de la propriété du capital, pouvoir actionnarial, entre les mains des mêmes personnes ou de personnes membres d'une même famille, peut entraîner une forme de confusion au moment de la transmission notamment, parce que ce sont deux pouvoirs de la gouvernance, puisqu'en fait, le pilier de la gouvernance, si on dit que la gouvernance, elle repose sur 3 piliers qui sont la propriété du capital, la direction managériale et le contrôle, comme je viens de l'indiquer, comme c'est indiqué sur cette slide, souvent absent des entreprises familiales, eh bien, la confusion entraîne aussi un risque de, entre guillemets, je le disais dans la table ronde qu'on a fait ce matin avec Emmanuel, entre guillemets, contamination du processus de transmission de la direction par un principe d'égalité qui s'applique évidemment exclusivement à la transmission de la propriété du capital, puisque le capital, c'est un élément du patrimoine de l'actionnaire qui, en tant que tel, est assujetti au droit des successions. Et vous savez, on sait tous qu'en France, on a un droit des successions qui est très, 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 très marqué par un principe d'égalité. Alors, égalité, en fait, appliquée à la transmission d'une entreprise, ce n'est pas un bon principe parce que ça aboutit à créer des situations qui sont génératrices de conflits plutôt que de pérennité pour l'entreprise. Alors, plutôt que d'égalité, on pourrait citer quel terme? Alors, on pourrait peut-être parler d'équité, parce qu'en revanche, c'est vrai qu'il faut que les héritiers, ceux qui ont vocation à recevoir le patrimoine du dirigeant actionnaire ou des actionnaires quand ils sont plusieurs, il faut qu'ils soient traités en équité. C'est-à-dire qu'il faut que chacun reçoive la même chose en valeur. Et ça, c'est une toute autre réflexion qui va passer, comme je vous le dirai tout à l'heure aussi, par une réflexion sur les aspirations de chacune des personnes qui sont appelées à hériter. Et cette réflexion, elle doit aussi évidemment inclure leur positionnement ou leurs envies ou leurs besoins par rapport à l'entreprise. Donc, l'équité, ça ne veut pas dire qu'on déshérite les gens. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on déshérite les gens, mais ça veut dire que
on va réfléchir à un projet qui repose sur les deux polarités, la famille et l'entreprise, puisqu'en fait, une entreprise familiale, c'est un système formé d'une famille et d'une entreprise. C'est deux systèmes qui coexistent, si vous voulez. Et ces deux systèmes qui coexistent, eh bien, il faut faire en sorte de les préserver. Et ce n'est pas la même chose qu'on préserve des deux côtés. Côté famille, on va tenter de préserver l'harmonie familiale et respecter le principe d'égalité en valeur, autant que faire se peut. Et côté entreprise, on va tenter de préserver la pérennité de l'entreprise. Hein, voilà, il faut bien avoir en tête cette idée que ce sont deux systèmes, et même d'ailleurs cette idée de l'ensemble systémique qu'est une entreprise familiale est reflétée par un autre modèle. Si j'ai appelé mon modèle des 3C, c'est uniquement parce que, enfin, c'est aussi parce qu'un modèle très communément, généralement utilisé pour décrire les entreprises familiales, c'est ce qu'on appelle le modèle des 3 cercles, qui figure sur cette slide ici. Ces 3 cercles en question, c'est évidemment l'entreprise, évidemment la famille, et le 3e cercle, c'est celui des actionnaires, ceux qui sont, encore une fois, propriétaires du capital. Ce modèle des 3 cercles, il est très utile pour donner une représentation systémique, insister sur la dimension systémique de l'entreprise familiale, parce que ce qu'il montre, c'est que ces 3 cercles sont évidemment extrêmement interdépendants et que les besoins d'un individu ne sont pas forcément les mêmes en fonction du cercle auquel il appartient. Évidemment, quelqu'un qui n'est que membre de la famille sans être forcément impliqué dans l'entreprise, ni même être actionnaire de l'entreprise, n'aura pas du tout les mêmes besoins, les mêmes aspirations que la personne qui est à l'intersection de ces 3 cercles, qui est à la fois un membre de la famille, un actionnaire peut-être même important et impliqué dans la direction opérationnelle de l'entreprise. Donc ça, ce modèle qu'on appelle le modèle des 3 cercles, il est aussi très utile pour décrypter les enjeux, notamment les enjeux en termes de stratégie, la manière dont ils se posent à chacune des parties prenantes. Côté famille, c'est pour ça que j'ai mis des petites flèches là. Côté famille, on va être plutôt dans un enjeu de stratégie patrimoniale, hein, parce que souvent, en fait, l'entreprise, le capital plus exactement, de l'entreprise représente un élément essentiel du patrimoine de la famille. Donc là, on va être dans des logiques, si vous voulez, de préservation du patrimoine, plutôt souvent, et de prise de risque pas forcément trop importante. En termes du côté de l'actionnariat, après tout, l'actionnaire, c'est quand même d'abord et avant tout un investisseur. Donc, normalement, même si souvent, justement, dans les entreprises familiales, il ne le fait pas, mais il devrait se poser des questions sur le bon usage du capital qu'il met à la disposition de l'entreprise en fonction de ce que les investisseurs ont l'habitude d'appeler, et ce n'est pas Emmanuel qui va me démentir, un couple risque-rentabilité. Alors, même si justement, souvent, on ne le fait pas dans l'entreprise familiale, surtout quand on a hérité des parts de capital, mais en fait, on devrait. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et du côté de l'entreprise, évidemment, on est dans des logiques de stratégie opérationnelle avec parfois une perspective un peu plus court terme que celle des 2 cercles précédents. Et ça, la gouvernance, elle va se décliner aussi de manière différente en fonction de l'endroit où on se situe sur ce modèle des 3 cercles. Côté famille, on va chercher à organiser ce qu'on appelle la gouvernance familiale. Les outils principaux, c'est bien sûr qu'il y a un outil qu'on connaît, auquel on pense souvent, qui est la charte familiale, mais ce n'est pas tellement un document, c'est surtout un processus, en fait. Et je reviendrai là-dessus en toute dernière partie, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est écouter chacun des membres de la famille pour bien comprendre ses besoins et la place à laquelle il aspire dans le système. Évidemment que l'instrument clé pour régir les relations entre actionnaires, c'est bien sûr le pacte d'actionnaires. Et puis, il y a aussi, bien sûr, il ne faut pas les oublier, les statuts, puisque une entreprise, vous savez qu'en fait, l'entreprise n'existe pas en droit, elle n'existe qu'à travers la société personne morale qui lui permet d'accéder à une existence juridique. Et qu'est-ce qui est la loi de la société personne morale? Finalement, c'est les statuts. C'est pour ça que j'ai mis le petit logo du greffe du tribunal de commerce. C'est au moment de l'immatriculation des statuts que naît la société personne morale, sachant qu'une entreprise est en général composée non pas d'une, mais de plusieurs sociétés, et généralement d'ailleurs avec une holding et en dessous des sociétés opérationnelles. Donc voilà, ça c'est un modèle pour vous expliquer un petit peu où se situent les enjeux de gouvernance en fonction de ce modèle des 3 cercles qui permet de situer chacun
en fonction de sa position dans ce système. Alors, donc on a défini les dimensions d'une entreprise, on a expliqué les dimensions de la gouvernance, donc, qui est un préalable je dirais, à l'aventure de la transmission. Tout à fait. Parce que, pour résumer, en fait, s'il n'y a pas de gouvernance, c'est difficile d'organiser la transmission. Parce que c'est bien ce qu'on doit retenir. Alors, s'il n'y a pas de gouvernance, ou peut-être, ça dépend, peut-être aussi, en fait, il faut organiser la gouvernance dans le processus de transmission. En fait, ne pas oublier la dimension de la gouvernance dans le processus de transmission. C'est un ensemble. Encore une fois, système. Donc, tout est dans tout. En fait, c'est ça, tout est dans tout. Ce qui est compliqué dans les entreprises familiales, c'est que je crois que le mot qui résume le mieux ce que sont les systèmes entreprises familiales, c'est l'interdépendance. Et effectivement, la transmission, alors, une fois qu'on a parlé de gouvernance, on peut parler de transmission. Voilà. On y est. Et en tout cas, c'est un outil, effectivement, pour l'organiser. Alors, j'aime bien ton expression, la transmission, c'est automatique. Alors ça, en France, c'est assez parlant. C'est comme les antibiotiques. Voilà, c'est comme les antibiotiques. Ça ne devrait pas l'être, en fait. Non, ça devrait. Exactement. Et malheureusement, en France, c'est automatique pour beaucoup de monde, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le... Et quand c'est automatique, ça coûte cher. Et quand c'est automatique, ça coûte très cher. Voilà. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le capital, c'est un élément du patrimoine de l'actionnaire. Et donc, en tant qu'élément du patrimoine, il est assujetti au droit des successions et donc aussi, malheureusement, au barème fiscal des droits de succession. Et le barème fiscal des droits de succession qui est reproduit sur cette slide, il atteint très rapidement des niveaux très élevés, puisque au-dessus de 1 800 000 euros, on est à 45%. Et 1,8 million pour une entreprise, ce n'est pas beaucoup. Donc là, j'ai fait juste un petit calcul pour vous montrer ce que ça donnait en prenant une hypothèse où il y a une entreprise qui vaut 20 millions, 2 enfants, chaque enfant reçoit 10 millions d'euros. Alors bien sûr, il y a un petit avantage fiscal avec le fameux abattement. Vous savez, c'était 150 000 euros par enfant sous Sarkozy, c'est devenu 100 000 sous Hollande. Même si on enlève 100 000, il reste encore 9,9 millions. Et là, on est dans la tranche à 45%. Et donc, par enfant, ça fait 4,2 millions. Ça veut dire une fiscalité au taux marginal de 42%. Donc, c'est effectivement très prohibitif. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est tellement prohibitif que le législateur s'en est soucié et a bien compris qu'il fallait mettre en place des mécanismes qui permettent d'améliorer cette fiscalité sous peine, comme Emmanuel l'a peut-être rappelé, sous peine que les entreprises, en fait, disparaissent au moment des transmissions. Donc, il y a une boîte à outils, là, que je vous ai mis là, dans laquelle il y a plein de choses, et principalement les 2 premiers, qui sont les plus importants et pratiquement toujours utilisés, sur lesquels je vais revenir dans les 2 slides d'après, c'est le démembrement de propriété et le pacte du trade. Après, je mentionne pour mémoire aussi d'autres mécanismes. Il y a une réduction de droit de 50% dans certains contextes si le chef d'entreprise transmet avant 70 ans. J'ai mis PP parce que c'est la petite propriété, mais enfin, peu importe. Et puis, il y a des mécanismes d'étalement du paiement des droits qui sont également disponibles. Alors, pacte du trade qui a 20 ans, alors, le pacte qui reste quand même très, très peu connu. Alors, le pacte du trade reste très peu connu, mais peut-être avant de passer au pacte du trade, je vais commencer peut-être par le démembrement de propriété, parce que ça, c'est vraiment aussi, c'est quelque chose qui est tellement utilisé qu'il faut vraiment bien comprendre ce dont il s'agit. Le droit de propriété, vous savez, on est on est les héritiers en ligne directe des Romains. Et donc, pour les Romains, la propriété se démembrait entre l'usus, que nous, on appelle l'usufruit, qui est le droit d'user, comme son nom l'indique, du bien, donc appliqué à des parts de capital ou à des actions d'entreprise, c'est le droit notamment de percevoir les dividendes. Et puis, les Romains disaient l'abusus, et nous, l'abusus, on l'appelle la nue propriété. Et la nue propriété, c'est le droit de vendre, de disposer des parts de capital. Enfin, de son bien, et ici, au cas particulier, des parts de capital. L'avantage, pourquoi est-ce que ce mécanisme est très utilisé ? Parce que la valeur d'une action démembrée est évaluée en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc là, selon la table qui figure sur cette slide, la slide que je vous présente, donc
et il faut comprendre la colonne de gauche comme si la personne a moins de, je vais prendre le cas le plus fréquent, moins de 71 ans, parce qu'en fait c'est un peu ce qu'on rencontre, les gens ils transmettent souvent entre 60 et 70 ans. Avant, entre 60 et 70 ans, on a moins de 71 ans révolus, les droits, la valeur de la nue propriété est de 50%. Et ensuite, cette valeur de la nue propriété, elle augmente de 10% par tranche de 10 ans d'âge de l'usufruitier. Donc en gros, quand on a 61 plus on attend, alors en général… Quand on a 61 ans, ça coûte 2 fois moins cher. Exactement. En général, les gens transmettent, ce qu'on fait, c'est que le chef d'entreprise transmet à ses enfants la nue propriété, ce qui présente l'avantage donc de diminuer l'assiette sur laquelle sont calculés les droits, donc en fonction de son âge, comme indiqué sur ce tableau. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'il conserve l'usufruit, donc il conserve une petite partie du droit de vote, et une petite partie, et il conserve surtout un avantage important qui est celui de continuer à percevoir les dividendes. Donc c'est pour ces deux raisons que ce mécanisme est extrêmement utilisé. Le deuxième mécanisme très très utilisé, c'est celui du pacte Dutreil dont Emmanuel vient de vous parler. Alors j'ai un schéma qui peut paraître un petit peu compliqué sans entrer dans le détail. Ce qu'est le pacte Dutreil, c'est un mécanisme d'exonération qui se présente sous la forme d'un abattement de 75% de la valeur sur laquelle les droits sont calculés. Vous transmettez des parts de capital qui valent 10 millions, au lieu que les droits, le barème que je vous ai montré tout à l'heure, soit appliqué sur 10 millions, il est appliqué sur 10 millions moins 75%, c'est-à-dire 2,5 millions. Donc évidemment, ça change quand même pas mal. C'est un abattement énorme, des 3/4. Et en contrepartie de cet abattement important, les héritiers, les personnes qui reçoivent les parts de capital, et d'ailleurs aussi, dans une certaine mesure, ceux qui les transmettent, doivent prendre un engagement de conservation des actions reçues. Je ne rentre pas dans le détail de l'articulation d'une phase d'engagement collectif suivie d'une phase d'engagement individuel, parce que ça, c'est vraiment compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'engagement de conservation d'un Dutreil, c'est 6 ans. Et l'effet est assez miraculeux, parce que je reprends mon exemple de tout à l'heure, les 10 millions que je vous ai présentés 2 slides avant, avec un pacte Dutreil et une donation en nue propriété, c'est la colonne de droite, vous avez toujours 10 millions, puisque l'usufruit dont on parle est un usufruit viager, ce qui veut dire qu'au décès de l'usufruitier, la pleine propriété est reconstituée entre les mains du nu propriétaire sans frais complémentaires. Donc en fait, c'est comme si on transmettait 10 millions. Et là, évidemment, on est sur une base taxable qui n'est plus que de 1,4 million. Et donc, on a baissé là, dans l'exemple que je vous donne, d'une tranche, on est sur la tranche qui est taxée à 40%. Et le résultat, c'est 412 000 € au lieu de 4 millions. Évidemment, ça fait une énorme différence. Et ça fait 10 fois moins. Ça fait 10 fois moins. Et j'ai mis au milieu la colonne du milieu, qui est un autre exemple sans démembrement, c'est-à-dire en transmettant la pleine propriété. Si on le fait avant l'âge de 70 ans et avec un Dutreil, on a le même résultat numériquement, c'est-à-dire le montant des droits est à peu près équivalent, mais ce n'est pas la même chose, évidemment, parce que là, dans l'hypothèse que celui qui transmet, c'est complètement dépossédé de toutes ses actions. S'il transmet la pleine propriété, il n'a plus rien, alors que quand il transmet la nue propriété, il a encore l'usufruit. Mais en termes de coût fiscal, c'est à peu près la même chose, et grâce à cette fameuse réduction de droits, si on transmet avant l'âge de 70 ans. Évidemment, réduction qui disparaît le jour des 71 ans. Donc en France, il y a des solutions. Donc en France, il y a des solutions pour diviser par 10 le barème des droits de succession. Ce qui est massif. Il y avait une question au passage, on répondra à la première tout à l'heure, plus tard à la fin, puisqu'elle est un peu plus globalisante. Est-ce qu'on a besoin d'un notaire, un expert comptable, un avocat pour mettre en place un Dutreil ? Alors, pour mettre en place un Dutreil, moi je vous recommande vivement le recours à un avocat. Pour mettre en place un démembrement, pardon. Un démembrement, non, il n'y a pas. Techniquement, il faut un avocat, évidemment, parce qu'en fait, il faut modifier les statuts. En fait, c'est toute une série d'actes juridiques. Donc, l'avocat est absolument nécessaire. L'expert comptable est certainement conseillé s'il est déjà dans une boucle et pour les questions de valorisation. C'est-à-dire que si c'est un démembrement qui se fait dans le cadre d'une donation, il y a une question d'évaluation des parts de capital. Et là, évidemment, on a besoin de quelqu'un qui fasse
un travail d'évaluation financière qui puisse passer le contrôle de l'administration fiscale. Hein. Je veux dire, la valeur qu'on choisit pour transmettre des parts de capital, il faut qu'elle soit réaliste. Voilà. Donc, c'est prudent de la faire par un expert comptable. Et le notaire, si on fait une donation, ça dépend. Dans certains cas, c'est obligatoire, mais dans certains cas, on peut s'en passer. C'est une réponse de Normand, mais je n'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Non, elle est claire. Bon, alors, on a compris effectivement les solutions techniques. Donc, si je résume, on est dans un paradis fiscal, en fait. Un paradis fiscal, mais c'est vrai qu'il y a quelquefois des gens qui m'ont dit ça. Alors, évidemment, ça dépend de la valeur de l'entreprise que vous avez à transmettre, parce que c'est sûr que 4%, ce n'est pas beaucoup. Mais si vous transmettez une entreprise qui vaut 1 milliard, ça fait quand même de l'argent. C'est déjà mis 40 millions. Voilà. Oui. Et donc, au-delà de ces solutions techniques, voilà, qui montrent en fait que la fiscalité n'est pas une raison pour ne pas transmettre en France, il y a des sujets quand même un peu psychologiques. Voilà. Alors, déjà, la première chose sur laquelle je voudrais vraiment, vraiment insister, s'il n'y a qu'un message à retenir de mon intervention, c'est celui-là. Les outils, il y en a plein. Je les ai mis sur cette slide derrière un mur parce qu'en fait, les outils, ce n'est pas le problème. Les outils, on les trouve toujours. Le vrai problème, c'est le projet. C'est quel est le projet. Et quand on dit projet, c'est quoi les objectifs pour la famille, pour l'entreprise et pour chacun des individus qui composent la famille. C'est pour ça que j'ai mis un petit cercle rouge sur le petit monsieur qui est en bas. Et le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire projeter ce système dont je vous ai donné toutes les caractéristiques dans la première partie, comment on le projette vers l'avenir. En fait, c'est ça. Et là, c'est pour ça que j'ai mis un coup de projecteur. C'est ça le plus important, parce que les outils, ils doivent être au service du projet et pas l'inverse. Et je reprends l'exemple que je donne souvent. Si vous construisez une maison, vous n'allez pas faire venir le plombier et l'électricien avant d'avoir fait les plans avec l'architecte. Là, c'est la même chose. Donc, pour résumer, avant d'aller voir son expert comptable, son notaire ou son avocat pour mettre en place un Dutreil, on va déjà définir… On va réfléchir avec un conseil, parce que c'est très difficile à faire seul, à ce qu'on veut faire. Et je vous donnerai un petit éclairage là-dessus sur une méthode à suivre que je propose. Mais vraiment, le plus important, c'est le projet, c'est-à-dire se mettre en posture de travailler un projet en associant tout le monde. Parce que c'est ça le sujet. Dans les entreprises familiales, on a quand même très souvent un problème, en fait, c'est que comme on parle que de sujets tabous, il faut quand même comprendre qu'en fait, quand on parle de transmission d'entreprise familiale, on parle de l'harmonie familiale, de la mort et de l'argent. Donc, il n'y a pas plus compliqué que ces sujets-là. Et donc, la tentation très forte, c'est de mettre ces sujets sous le tapis en espérant que ça va se résoudre tout seul. Ben non, ça ne se résout pas du tout seul. En fait, il faut s'y coller. Et évidemment, c'est quand même mieux de s'y coller avec quelqu'un qui vous accompagne pour le faire, qui vous accompagne dans une logique de conduite de projet. Parce que, encore une fois, c'est un projet qu'il convient de construire. Alors, ce qui va piloter ce projet, c'est ce que j'appelle l'affectio familiae. C'est-à-dire, en fait, ce qui va être au cœur de ce projet, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette notion d'affectio familiae? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises, c'est d'abord des sociétés. Et qu'est-ce qui caractérise le contrat de société? Je vous ai dit que c'était une institution qui accédait à la vie par l'immatriculation au greffe. C'est aussi un contrat par lequel des associés décident de mettre en commun des moyens pour partager des profits, certes, mais parfois aussi, malheureusement, supporter des pertes. Et cette volonté commune des associés, ça s'appelle l'affectio societatis. D'où l'expression que je propose, d'affectio familiae, qui vient enrichir cette notion juridique d'une dimension psychologique, qui est la volonté commune des membres d'une famille de s'associer pour mener ensemble un projet commun qui peut être incarné par l'entreprise, mais pas forcément seulement par l'entreprise. Ça peut aussi déborder le cadre de l'entreprise. Il peut y avoir des fondations, il peut y avoir des projets philanthropiques, il peut y avoir des choses qui réunissent la famille dans un écosystème qui va évoluer autour de l'entreprise. Alors, l'affectio familiae, ça veut dire aussi d'avoir le courage de traiter les sujets sensibles de la gouvernance familiale. Et les sujets sensibles, évidemment, il y a tout ce qui touche à l'argent, ça je l'ai dit. Il y a des sujets qui touchent aussi au rôle des personnes qui sont dans la famille sans y être. Est-ce que c'est des conjoints? Est-ce que c'est des pièces rapportées? Est-ce que c'est des valeurs ajoutées? Les appellations varient sur ce sujet, mais certainement que le rôle des conjoints est un rôle important. Et puis, il faut aussi essayer de prévenir les conflits. Et le meilleur moyen pour ça, c'est
comme le disait un intervenant de la table ronde ce matin, de conscientiser, c'est-à-dire de parler de ces sujets sensibles, de parler de ces sujets tabous. Parce que quand je dis que c'est des sujets tabous, je dis aussi forcément que ce sont des sujets dans lesquels la dimension psychologique est extrêmement importante. Et ça explique peut-être aussi pourquoi il y a une très grande différence entre l'intention de transmettre au sein de la famille. Quand il y a des enquêtes qui sont faites auprès des chefs d'entreprise, il y a presque 60% qui disent qu'ils ont l'intention de transmettre au sein de la famille. Et dans la réalité, il y en a moins de 15% qui transmettent. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que la fiscalité, je viens de vous l'expliquer, est punitive, ce n'est pas vrai. En fait, si on anticipe, on peut très bien s'en sortir. C'est parce qu'il y a plein de difficultés psychologiques. Je vais les lister en vrac, mais il y a la difficulté pour le dirigeant à lâcher les rênes, et je vais revenir là-dessus. Il y a la difficulté de faire cohabiter le dirigeant et ses enfants pendant ce qu'on appelle la période intergénérationnelle. Il y a, pour ceux qui reprennent l'entreprise, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Il peut y avoir aussi un désaccord sur qui est le repreneur ou une absence de volonté de faire un choix, parce que ça, c'est aussi très difficile. Pour des parents, c'est très difficile de choisir parmi ses enfants qui est celui qui va reprendre l'entreprise. C'est très compliqué. Donc, parfois, on évite ce choix, on le met sous le tapis, on ne choisit pas. Ça, c'est une bonne règle pour ne pas aller au succès. Et puis après, il y a des désaccords aussi sur la valorisation de l'entreprise. Évidemment que s'il y en a qui veulent sortir, ils veulent vendre au prix fort, et ceux qui veulent rester, ils veulent racheter au prix le plus faible possible. Enfin, voilà, tous ces sujets sont des sujets très compliqués. Et peut-être un des plus compliqués, finalement, au fond, on en parlait aussi un petit peu ce matin, c'est la difficulté qu'a le chef d'entreprise à lâcher. Parce qu'en fait, se séparer d'une entreprise à laquelle on s'est beaucoup identifié. Alors, les gens disent souvent, c'est mon bébé, etc. Mais moi, je pense que c'est surtout une très forte identification. Et comme toute chose à laquelle on est identifié ou comme toute chose que l'on aime, tout simplement, eh bien, s'en séparer, ça doit passer par un processus qui est bien documenté, qu'on appelle le processus de deuil, et qui passe par une courbe dont la base est extrêmement désagréable, mais nécessaire, puisque cette base qu'on appelle l'acceptation, eh bien, c'est en fait une phase de tristesse, de dépression, à l'idée qu'on accepte de se séparer de l'objet aimé ou de l'objet auquel on est identifié, en l'occurrence l'entreprise. Mais malheureusement, tant qu'on n'est pas passé par cette phase extrêmement désagréable, on est dans des logiques qui sont sur la partie gauche de la courbe, soit de déni, soit de résistance, soit de marchandage, j'y vais pas, soit d'ambivalence, j'ai toutes les bonnes raisons d'y aller, mais en fait, je ne peux pas faire confiance à mes enfants, Voilà, il y a plein de choses qui se passent et qui font qu'on peut osciller sur la partie gauche de cette courbe pendant un certain temps. Et je pense qu'un certain nombre des transmissions bloquées, bloquées tout simplement, s'expliquent par cette partie gauche de la courbe du deuil. Parce qu'une fois qu'on est passé par ce seuil de l'acceptation, c'est la condition nécessaire pour pouvoir remonter la partie droite de la courbe vers un engagement dans de nouveaux projets, du plaisir, du soulagement aussi déjà, premier point. Et évidemment, inutile de vous dire que quand on attend l'âge de 80 ans, 85, 87, 90 ans pour transmettre, la partie droite de la courbe, elle est plus difficile à envisager. Voilà. Donc, c'est difficile de remonter la pente. C'est difficile de remonter la pente, voilà. Bon, alors comment tu travailles pour mettre tout ça en place? Parce que voilà. Il y a plein de dimensions techniques, psychologiques. Alors, la méthode, moi, celle que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai éprouvée d'ailleurs en fait avec BPI France, puisque ça fait des années que je la mets en œuvre au sein des accélérateurs. Au sein des accélérateurs, c'est de commencer par unir toute la famille, que ses membres soient impliqués ou non dans l'entreprise, pour faire ce que j'appelle un atelier de sensibilisation à la gouvernance familiale. Dans cet atelier de sensibilisation, je vais un peu rentrer dans le détail de tout ce que je viens de vous expliquer pour que l'on comprenne ce qu'est une entreprise familiale, ce qu'est la gouvernance, ce qu'est la transmission, ce que ça coûte et ce que sont les outils pour alléger ce coût. Moi, ça me permet aussi d'avoir une première vision du système, du cercle de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, je vois le système famille autour d'une table. On ne parle pas des sujets directement, parce que, comme j'ai dit, ils sont trop sensibles, mais on en parle en général et ça permet quand même déjà, moi, d'avoir une première idée
de la façon dont fonctionne ce système familial. Ensuite, et puis ça donne à tout le monde un même niveau d'information sur le sujet de la transmission. C'est-à-dire qu'on s'assure aussi que tout le monde va parler à peu près, c'est toujours difficile, mais à peu près le même langage. Ensuite, et à le même niveau d'information. Ensuite, je fais des entretiens individuels et confidentiels. Le confidentiel, c'est vraiment important parce que ça permet aussi à chacun de s'exprimer en toute confiance et en toute liberté. Il y a des choses qu'on peut dire à un conseil extérieur, surtout si c'est un avocat qui est assujetti au secret professionnel et pas forcément à son père. Et puis, une fois que j'ai fait tous ces entretiens, il se dessine quelque chose. En fait, ce que j'essaie d'identifier dans les entretiens, c'est ce que j'appelle souvent le plus petit dénominateur commun d'un accord possible de tous. Et là, ça dessine quelque chose. Ça dessine une voie. Et ça dessine une voie que j'exprime par des scénarios chiffrés. Donc avec l'expert comptable, justement, notamment, on fait une hypothèse de valorisation. Je construis des scénarios chiffrés. Donc, le premier, évidemment, est si vous ne faites rien, voilà comment va évoluer le capital à la mort des actionnaires majoritaires et voilà combien ça va vous coûter. Et puis ensuite, je présente les scénarios qui résultent de ce que j'ai identifié comme étant un projet possible dans les entretiens individuels. Et une fois qu'on a fait ça, que j'ai fait ce petit travail, moi, en chambre, je le présente à nouveau à la famille réunie dans son ensemble. Et en général, ça dessine un chemin que l'on peut, là, à ce moment-là, écrire dans un document qu'on va appeler protocole familial, charte familiale, parce que ça va dessiner un chemin. Donc, on est ici à un état A, on va aller vers un état B, et peut-être qu'il y a des étapes intermédiaires entre l'état A et l'état B qu'il faudra pouvoir accomplir ou parcourir en toute sécurité, c'est-à-dire chacun sachant quel est ce chemin, quelles sont les étapes et dans quel ordre on a décidé de les franchir. C'est parfait, merci Valérie pour toutes ces explications. On va prendre maintenant les questions, donc n'hésitez pas à les poser. Alors on en a une qui était arrivée tout à l'heure. Donc la question tourne autour de qu'est-ce qui se passe, si je résume, quand le chef d'orchestre disparaît en cas d'accident. Comment on peut prévenir ce genre de risque? Alors, prévenir un accident, ça me paraît compliqué. Et après, prévenir les conséquences ou trouver les solutions. À part l'interdire de conduire, non, mais en fait, il y a des mécanismes. Le pacte du Treil, on peut le faire post-mortem. Donc, en fait, vous savez qu'en fait, on a un certain délai pour déclarer la succession. Et on a aussi, dans ce délai, la possibilité de mettre en place un pacte du Treil si par hasard ça n'a pas été fait. Donc, l'exonération dont je parlais, on peut y avoir accès même si aucun pacte du Treil n'a été mis en place du vivant du dirigeant. Voilà. Et la question tournait peut-être plus précisément autour de que faites-vous en cas d'accident en fait, des personnes clés? Qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de répondre quelque part si on a une gouvernance. Si on a une gouvernance, on a une continuité de l'exploitation, déjà. On a prévu ces cas-là. Oui. Et si on a une gouvernance qui est organisée, normalement, on peut déjà assurer la continuité de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on prévoit? Si vous avez déjà mis en place un comité stratégique ou un conseil d'administration, après, je ne rentre pas dans le détail de la direction opérationnelle de l'entreprise, parce qu'évidemment qu'il faut aussi qu'il y ait un comité de direction. Enfin, je veux dire, après, c'est quand la tête pensante, en fait, disparaît. C'est juste si la tête pensante disparaît, il faut pouvoir organiser. Là, il n'y a pas de solution miracle. Si la tête pensante est toute seule, il n'y a pas de miracle. C'est compliqué. Mais voilà. Par contre, si on a organisé une gouvernance avec une dualité entre la famille et l'entreprise, une dualité entre le dirigeant. Si, évidemment, la situation ne sera pas du tout la même. Si vous avez mis en place un conseil d'administration avec des administrateurs indépendants ou des conseils extérieurs qui sont habitués à connaître des problématiques de pilotage de l'entreprise, ou si vous avez un dirigeant qui est seul et unique actionnaire de sa boîte. Donc la recommandation, c'est mettez en place une gouvernance, Exactement. protéger votre solitude et prévenir ce genre de risque. Exactement. Et surtout, anticiper la transmission, ce qui est en général le plus difficile. Une fois qu'on a défini le chemin qui mène à la transmission, quelque part, on a fait le travail. Quoi. Donc, si ça arrive de façon anticipée, en fait, on sait où on veut aller. C'est déjà énorme. Ça, effectivement, après, la question portée sur l'opérationnel, comme la personne le précise, je dirais, il n'y a pas de miracle. Le principe de base, c'est que quelle que soit l'entreprise, en fait, qu'elle se crée, qu'elle soit petite, grande ou moyenne,
il faut mettre en place une gouvernance pour qu'il n'y ait, pas une solitude du dirigeant. Qu'il y ait une continuité aussi. Une continuité de l'exploitation, donc dans ce cas-là. Alors, le PCA, plan de continuité d'activité, vous n'en parlez pas. Plan de continuité d'activité. Donc ça, c'est ce qu'on met en place quand... oui, ça c'est... non, oui, c'est le plan de continuité de l'activité, ce serait en fait un plan de secours pour continuer l'activité, c'est ça? Absolument. On est ravis de vous avoir eu aujourd'hui. On doit malheureusement nous quitter. On est disponible sur LinkedIn. On est disponible également en replay sur la plateforme de BPI France, sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller consulter notre dernière étude à laquelle Valérie a participé sur les entreprises familiales. Oui, le mandat de protection future, oui.